Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour ce petit meet-up sur la clean architecture. Je me présentais rapidement. Donc moi, Julien, je suis architecte solution chez Alésia depuis septembre 2022 et j'ai environ une vingtaine d'années d'expérience dans le développement d'applications sur la plateforme Java essentiellement. Et voilà, j'étais amené à travailler sur de l'édition logicielle, sur de l'intégration d'applications dans des systèmes d'information pour les banques et les assurances. Donc c'est vrai que l'architecture, le design, c'est des sujets que j'ai vus tout au long de ces années-là. Et donc j'ai pu voir certaines pratiques qui étaient bonnes à appliquer. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un point là-dessus avec vous. Euh, c'est une présentation qui va plutôt s'adresser aux développeurs, aux lead tech, aux architectes. Et puis, je trouvais intéressant à la fin, là, en quatrième point, de voir si on pouvait appliquer certains de ces principes de design à la gestion de projet. Euh, je ne veux pas forcément tout modéliser, mais ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc en effet, une présentation des objectifs et des principes de cette philosophie qu'est la clean architecture, les avantages qu'elle va nous apporter dans le développement logiciel, le développement informatique, comment le mettre en œuvre au sein d'un projet existant, par exemple, et puis quelques exemples de framework aussi, de, par mon expérience, vous faire un petit retour aussi sur ce que j'ai vu, et puis une application sur la gestion de projet. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein. On va pas forcément rentrer dans les détails. J'espère que ça sera pas trop abstrait. Euh, bah, on est assez haut niveau, donc j'espère que ça parlera. Donc ne pas hésiter à me poser des questions. J'essaierai de trouver des exemples adaptés. Sur les objectifs, écoutez, en fait, cette philosophie là, qui vise à séparer en fait des éléments d'un design en différents niveaux fonctionnels et techniques, pour objectif d'améliorer, de faciliter le développement et la maintenance d'applications. J'ai mis une petite photo du fameux oncle Bob. Je ne sais pas si des gens l'ont déjà croisé. Donc Robert C. Martin, qui est un des co-auteurs du Manifeste Agile et qui a écrit des bouquins sur des principes de développement, de conception, afin voilà, d'avoir des applications qui soient maintenables facilement. Donc voilà, là il y a une liste des objectifs, donc l'évolutivité et la modularité d'un système, d'arriver voilà, à pouvoir composer ou recomposer une application sans avoir à tout casser. Un des points majeurs, c'est la réduction aux dépendances technologiques, il faut éviter de subir les effets de mode, un framework qui change, une couche de présentation avec un framework aussi qui change, des métiers qui veulent une nouvelle ergonomie et voilà, il ne faut pas qu'on ait toute l'application à recoder from scratch parce qu'on change juste un composant technologique. Un objectif de compréhension du code, c'est vrai qu'en améliorant le design, en l'expliquant, le définissant précisément, eh ben, on va améliorer la lisibilité de l'architecture et on va ainsi embarquer tout le monde dans la même direction. Réutilisation de code aussi. La maintenabilité, ben, elle va découler des précédents points. Et puis de manière un peu transverse, c'est aussi d'avoir voilà, une meilleure communication et une collaboration entre les différentes équipes de développement. Et tout ça va nous amener aussi à mieux répondre, à être plus dans la cible des besoins qui ont été exprimés au début. Donc la clean architecture, en fait, cette approche, elle est structurée en 4 couches, qui sont ces cercles concentriques que vous voyez sur le schéma.
Et elle permet en fait de définir des responsabilités sur chacune des couches. Concernant la lecture de ce schéma, en fait, on va pouvoir le traverser de part en part pour imager en fait un cas d'utilisation. Donc, je vous présente les couches et puis on verra comment lire après ça. Donc, on commence par le centre avec la Enterprise Business Rules, donc qui va contenir en fait nos entités métiers, mais vraiment au sens entreprise, c'est-à-dire toutes les entités métiers de l'organisation. Le but, c'est vraiment de concentrer tout le fonctionnel, toutes les règles métiers qui sont communes à toutes les applications, d'avoir aussi des services métiers et un peu d'orchestration entre ces services métiers. Donc vraiment là, au milieu, on capture l'essence même du business. Et vraiment, l'objectif, c'est de ne pas mettre de technique dedans, de ne pas être en dépendance avec de l'infrastructure. La deuxième couche, c'est la partie Application Business Rules. Et là, on va retrouver en fait ce qui est spécifique à une application. Donc ça peut être aussi une extension du modèle de l'entreprise, de nouvelles entités, de nouvelles règles métiers. On va s'appuyer sur ce qu'il y a au cœur de notre système, de notre architecture. La troisième couche, interface adapters. En fait, cette couche-là, c'est la frontière avec la technique. Donc c'est ici qu'on va s'adapter aux détails spécifiques de l'infrastructure. C'est là vraiment qu'on a la séparation entre le fonctionnel et le technique. Et puis la dernière couche, la plus externe, plus à l'extérieur, donc frameworks and drivers, où là vraiment ce sont les librairies qui vont nous permettre de dialoguer avec d'autres interfaces, donc des protocoles HTTP si on appelle des web services, des accès aux bases de données avec les drivers. Voilà. Et donc les petites flèches blanches là qui sont indiquées nous permettent de représenter un cas d'utilisation. Donc par exemple, si je le prends par en bas à droite, on a une UI, donc une interface homme-machine, des écrans. On va arriver sur la couche adapters. Donc là, on va avoir, si par exemple on a implémenté un modèle MVC, on va avoir donc nos contrôleurs. On va avoir nos modèles dans la couche applicative si ce sont des entités relatives à l'application avec des règles métiers. Et on va traverser pour arriver jusqu'au centre et utiliser nos entités métiers. Et en fait, on va traverser de l'autre côté pour aller jusqu'à la base de données et écrire dans notre base de données. C'est une façon de pouvoir représenter comme ça nos différentes couches, plutôt qu'une représentation que vous avez sûrement vu quand on parle d'application 3 tiers ou N tiers, où on a présentation, métier, données. C'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus... Les responsabilités sont peut-être mieux identifiées. Je sais pas si... J'ai une question, Julien. Je comprends pas pourquoi il y a DB tout à gauche dans Ouais. la partie framework et driver, alors que quand on est dans entities, quand on est dans la partie business, en fait, moi, quand on parle d'entities, je pense souvent à des entités qui vont être synchro, notamment en Spring avec le DB. Ça me perturbe un peu. En fait, tu as ta définition de l'entité, ton objet client, ton entité client, justement, il faudrait que tu n'aies pas d'annotation technique dedans. Il faudrait qu'elle soit indépendante de la technique parce que le jour où tu vas changer Spring, où tu vas enlever JPA et que tu vas vouloir implémenter ça sur un autre framework, si tu peux t'éviter tout ce refactoring-là, ça serait pas mal. D'accord. Alors, donc voilà. L'idée, c'est ça. C'est bien de séparer ça et d'avoir, en fait, si je fais l'exercice, donc tu aurais une entité client. La partie applicative, en fait, ça serait... voilà, il n'y en aurait peut-être pas, mais on aurait, en fait, l'adapteur serait le DAO.
et la partie DB serait ton framework JPA Ouais, et d'accord. Ignite. Ok. Alors, je vois qu'il y a Yacine qui a levé la main, c'est ça? On t'écoute, Yacine. Ou non, c'est juste... on t'entend pas. On t'entend pas, Yacine, si tu parles. C'est écrit que t'as le micro ouvert, mais... En tout cas, il y a des questions, mais les micros sont coupés. On vous entend pas. Est-ce qu'il faut... Rien. Ozefa, tu peux essayer. Là, on entend Ozefa. Salut. Moi, j'ai une question. J'ai deux questions. On a du mal à t'entendre, Louis. Alors là, Ozefa, ouais, Vous m'entendez là? ah, on entend Yacine, attends. Yes, ok. Je vais laisser la parole à Yacine. Ok. Yes. Je veux juste rajouter une petite remarque. En fait, le modèle de l'architecture, comme ça, en onion, on l'appelle, ou clean, le fait de séparer les couches là comme ça, c'est le but premier, c'est de créer une abstraction entre toutes les couches. Comme a dit tout à l'heure Julien, c'est que le jour où tu veux changer une composante, tu es tranquille. Donc là, le DB, tel que représenté sur le schéma comme ça, c'est vraiment le composant soft qui interagit directement avec la base de données physique. Sauf que les entités, ça reste un truc logique que représente le business. Le lien entre le physique et les entités, ça se fait toujours dans la phase où il y a les gateways, les presenters avec des services qui implémentent l'abstraction de l'accès à la base de données. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. C'est vrai, c'est vrai. En fait, là, le driver, ça pourrait être le driver, donc Postgre ou Oracle. Sur la partie gateway, en fait, middleware, ça serait plutôt Hibernate. Voilà. Et le use case serait le DAO et l'entité, ton objet client, quoi. Ton entité client. Ok. Ozefa, vas-y. Ouais. Bon, peut-être, si c'est plus simple. Pardon. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, cool. Moi, j'ai une question. Du coup, moi, je ne sais pas du Java, si je fais du .NET. Dans le .NET, par exemple, du coup, la couche Entity Framework, elle serait plutôt en fait dans les interfaces externes du coup. Alors, je vais. Voilà, Alors, malheureusement, je connais pas du tout, pas bien .NET. Je peux répondre à ça, Julien, si tu veux. Vas-y. Par exemple, tout ce qui est ORM, ça serait plutôt côté couche externe, c'est pas du Ouais, Ozefa, l'ORM, là, il se comporte comme un gateway entre la DB et tout le reste. Donc, l'entity framework qui sera dans ce que j'appelle la couche infrastructure, où il y a les gateways, les presenters, etc. Après, la couche externe, ce sera voilà. Ce sera en fait le truc physique, quoi. Exactement. Mais l'ORM Entity Framework qui sera dans la couche qui est juste en dessous. D'accord. Ok, ouais, merci. Je laisse la parole du coup si quelqu'un d'autre a des questions. C'est vrai qu'après, .NET est... Bon, tous ces concepts-là sont issus du modèle objet, donc a priori, si sous .NET on est aussi en objet, ça devrait pouvoir s'appliquer. Tu as les capacités d'héritage ou de composition, d'agrégation. Donc après, en effet, c'est ces bonnes pratiques-là qu'il faut avoir en tête pour après développer correctement. Ouais. Alors après, je voulais vous parler des principes solides qui, en fait,
ont été écrits, encore une fois, par le fameux oncle Bob, mais en 1994, et qu'il a repris dans un de ses ouvrages en 2017 sur la clean architecture. Et c'est vrai que voilà, en les intégrant dans ces principes, avec les principes de clean architecture, ben voilà, on va s'assurer qu'on va avoir des couches indépendantes et ainsi d'avoir un système vraiment plus flexible et plus facilement maintenable. Donc je les passe en revue. Donc le single responsibility, on doit définir une et une seule responsabilité pour une couche ou un composant. Ça va nous faciliter la compréhension, le découpage par la suite. Ça aura aussi des liens sur la gestion de projet, normalement. Le Open Close Principle, c'est le principe que chaque couche doit pouvoir être étendue sans qu'on perturbe tout le reste du système. Le Liskov Substitution Principle, c'est ce que disait Yacine, c'est vraiment d'utiliser des interfaces avec des implémentations pour réellement créer du découplage entre nos couches, entre nos composants, pour pouvoir justement faire des changements sans tout casser, sans avoir à tout refactorer aussi. Pour le Interface Segregation, c'est de restreindre en fait les interfaces et de n'exposer que ce qui est utile aux clients, aux composants qui vont solliciter une autre couche, un autre composant. Et puis le Dependency Inversion, qui doit parler à certains. Donc là, c'est vraiment de faire en sorte que les couches internes qu'on a vues là, qui sont plus proches du centre, n'aient vraiment pas d'adhérence et de lien avec les couches externes là, qui sont en lien avec l'infrastructure. Je ne sais pas si certains l'avaient déjà croisé, ces principes-là. Alors après, il y en a qu'on met en œuvre sans forcément les connaître. Voilà, les Liskov ou les interface segregation, mais c'est vrai que pour pouvoir dialoguer après, communiquer entre nous, ça permet voilà, d'avoir ces références-là. Et je voulais compléter ça aussi un peu en vrac, mais avec d'autres principes qui sont arrivés pour certains après et qui répondent aussi, qui vont un peu dans le même sens. Donc, Separation of Concern rejoint un peu le point qu'on a vu juste avant sur voilà, c'est presque la même chose. L'IOC, pour ceux qui font du Java, désolé pour les autres, mais quoique il doit y avoir ça aussi en .NET, je pense, sur la gestion des dépendances, sur donc l'inversion of control, qui va nous permettre voilà, d'injecter des composants, des bins dans d'autres bins et d'avoir de la souplesse justement dans l'interchangeabilité des composants. Après, je voulais parler de composition over inheritance. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à créer des héritages entre nos composants parce qu'on veut réutiliser une fonction et on veut en hériter. Mais au final, ces grappes d'héritage, elles peuvent bloquer à certains moments quand il faut revoir le système, quand il y a, je sais pas, des problèmes de performance ou autre. Voilà. Donc il vaut mieux préférer la composition, donc des interfaces, des implémentations et de l'agrégation. Le Keep it simple stupid, virgule stupide, ça c'est un principe qui encourage la simplicité dans la conception et l'implémentation. Voilà, et ça rejoint aussi le fait de ne donner qu'une responsabilité à un composant. Voilà, comme ça on segmente, on divise pour mieux gérer tout ça. Et puis le Don't Repeat Yourself, donc qui rejoint le fait qu'on va éviter de dupliquer du code, aussi bien du code technique, mais aussi du code fonctionnel. Hein, l'idée de ne pas avoir de la règle métier, une même règle métier à plusieurs endroits dans plusieurs applications.
sais pas si certains... Ouais, Non. je peux rajouter une autre variante du KISS. Vas-y, vas-y. Enfin, KISS, enfin, il y a plusieurs variantes là-dessus. Il y a le Keep it simple and stupid. Il y a le plus simple, c'est Keep it short and simple. Ok. Court et concis. Et c'est vraiment là où ça devient... En fait, ça aide vraiment bien à la maintenabilité et à la compréhension du code derrière. Je peux rajouter un autre principe sur tout ça aussi. C'est le YAGNI. You ain't gonna need it. C'est-à-dire que si tu n'en as pas besoin tout de suite, ne le code pas. Parce que ça va rester quelque part derrière. Et on a plein d'autres principes. Je voulais juste rajouter ça aussi dans la liste. Oui, très bien. Merci. Ok. Bon, ben, en mini conclusion, ben, ce que vont nous apporter tous ces principes, ben, voilà, c'est qu'on va se retrouver avec des couches et des composants qui sont indépendants les uns des autres. Donc on va pouvoir modifier ou remplacer un composant sans se poser trop de questions, sans avoir trop d'impact, notamment ben, si je prends l'exemple avec Spring et les injections de bin, ben voilà, si deux composants implémentent une même interface, eh bien, voilà, c'est une configuration, soit XML, soit une annotation, à changer et on recompile et on y va. Donc, on a tous ces gains-là. Séparation des responsabilités, donc c'est vraiment la séparation entre le métier et la technique, ce qui va permettre derrière de pouvoir travailler en équipe, de paralléliser les tâches, derrière faciliter les tests. Comme on segmente tout ça, eh ben, on peut par exemple tout de suite, dès le début du développement, définir les interfaces de tous nos composants. Et au lieu d'attaquer directement l'implémentation de ces règles dans nos composants, on va pouvoir en fait commencer à écrire nos tests unitaires qui vont définir en fait le comportement attendu d'un composant ou d'une fonction. Donc ça rejoint la partie le test-driven development. Mais c'est vrai qu'à minima, sans aller jusqu'à ce type d'organisation, on peut très facilement, du coup, et je trouve que ça aussi, c'est vraiment c'est une bonne pratique qu'on n'applique pas assez, mais de réfléchir aux tests unitaires et avant de se lancer dans le code, ça peut faire gagner du temps après par la suite. C'est pas le plus fun, je sais, mais, mais bon, ça peut sauver pas mal de fois. Avec tout ça, bah, du coup, on réduit les effets de bord, donc meilleure maintenabilité, l'évolutivité aussi, vous l'avez compris. On peut ajouter des fonctionnalités plus facilement, puisqu'on va se baser sur des compositions de ce qui existe, et on va éviter de tout impacter. Comme on a segmenté assez finement nos composants, bah, potentiellement, on va pouvoir les réutiliser aussi plus facilement. Et puis, je voulais aussi parler de la qualité. Alors, qualité du code, ça, on le comprend, mais aussi sur la documentation, comme tu l'as dit aussi, Yacine. Comme on a une meilleure vision de l'architecture, des composants, bah, du coup, c'est plus facile, il est plus facile d'écrire de la doc là-dessus, de faire des petits diagrammes UML, de diagrammes de classe ou ce genre de choses, de diagrammes de séquences. Et c'est vrai que ça va aussi grandement faciliter ben, la montée en compétences de nouvelles personnes dans une équipe. Et puis même faire tout ce travail de documentation avant de se lancer dans le code, c'est aussi une bonne façon de travailler, je trouve. Sur les implémentations, les bonnes pratiques, bon, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. Donc, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment utiliser un maximum les interfaces. Le principe d'inversion de contrôle, donc là, c'est vrai que nous, côté Java, avec Spring et d'autres frameworks, et même le J2E lui-même, hein, nous propose des conteneurs dans lesquels on a nos composants, nos bins,
Et voilà, il faut arriver à tirer un maximum parti de ce que cela apporte pour se faciliter la vie, quoi. L'utilisation de modèles de conception, des design patterns, c'est-à-dire que depuis que l'informatique existe, les problématiques, elles évoluent, mais elles sont souvent toujours les mêmes. Donc, n'hésitez pas à regarder, à chercher des design patterns et à vous documenter là-dessus pour résoudre certaines problématiques. Ça serait dommage de réinventer un truc qui existe déjà. Alors, c'est vrai que dans les frameworks, notamment Spring mais d'autres, on retrouve ces design patterns, des implémentations de ces design patterns. Voilà, la testabilité, c'est sûr que je trouve que c'est vraiment un point clé, la documentation et surtout aussi échanger, c'est-à-dire que la communiquer, la présenter à d'autres, ne serait-ce déjà que pour avoir des critiques, l'améliorer et la faire vivre, c'est pas évident. Et puis les abstractions excessives, peut-être à bannir quand on voit qu'on a vraiment trop une grappe, ça peut vite bloquer. Si on a un projet existant qu'on souhaiterait améliorer et remettre un peu dans les rails, eh bien, il faudrait en fait redéfinir et analyser le code ou les documentations pour bien identifier toute la partie fonctionnelle, tous les objets métiers, les entités, donc les règles métiers, les use cases. Et puis après, voilà, un gros travail d'identification de dépendance entre les composants. Donc ça peut être fait. On peut générer des diagrammes de classe à partir de code existant. Ça peut permettre d'avoir une première base et puis après, on améliore le design. La gestion des dépendances au framework technique, là aussi, il y a des outils avec Maven et tout ça qui permettent de voir les arbres de dépendance et de mieux maîtriser nos couches middleware qui les utilisent. Et puis après, c'est vraiment ça va être un process itératif pour refactorer chaque composant petit à petit. Et si possible, à chaque fois qu'on refactor une fonction, un composant, on l'accompagne d'un test. Comme ça, on est sûr qu'on casse rien. Je peux rajouter un truc là sur le dernier point que tu as mentionné, Julien. Il y a des techniques en fait. Il y a une technique que je préfère dans ce cas de gros refacto sur un ensemble de projets, parce que ça peut être tricky. Ça peut vraiment être tricky en fait de refacto un code legacy comme j'ai déjà vu auparavant en mode architecture clean comme ça. C'est de faire les golden master tests. C'est une sorte de test unitaire qui prend une fonctionnalité de bout en bout. Et il faut qu'on met dès le départ, avant le refacto, pour avoir le résultat, pour ne pas changer le comportement du système. Et après, lancer le refacto et lancer toujours le même test et voir s'il y a toujours le même résultat ou pas. Ouais, tout à fait, ok. Je ne connaissais pas le terme, mais oui, c'est vrai que c'est un gros refactor comme ça. En général, on réécrit toute l'appli. Malheureusement, la conception n'a pas été bonne et qu'on est parti avec un framework qui, au final, 5 ans après, n'existe plus. Bon, si le code était mal découpé, on est cuit, on recode. S'il y a quand même une porte de sortie, et oui, on peut appliquer ce que tu dis. Et en effet, peut-être j'imagine aussi l'automatiser après avec toute la CI/CD, si c'est possible. Ouais, carrément, donc ça reste toujours dépendant de l'état du projet en question. S'il n'y a pas espoir, il n'y a pas espoir, je veux dire. C'est ça. Ok, très bien. Et puis là, je voulais vous parler, alors il faut peut-être que j'accélère un petit peu pour qu'on puisse après échanger s'il y a des questions, mais je voulais vous parler de deux choses. Donc un premier point, c'est Mobydic, donc c'est un framework sur lequel j'ai travaillé il y a un bon moment maintenant, plus d'une dizaine d'années, mais je trouvais que c'était un projet intéressant à l'époque et même toujours aujourd'hui. Il y avait une grande ambition, c'était vraiment
on l'a fait pour la Massif, en fait. On a développé un framework qui avait comme capacité de créer une couche d'abstraction avec Spring. Donc on a vraiment encapsulé Spring. On a créé nos propres interfaces, nos propres implémentations basées sur Spring. Et ça nous a permis, en fait, on était 3 à développer ce framework, et en face de nous, on avait 50 développeurs Capgemini qui attendaient des livraisons chaque semaine avec les nouvelles features pour pouvoir développer, c'était un refactoring complet des applications, ce qu'on appelle poste de travail pour les agents de la Massif, donc tous leurs outils de suivi client, suivi de contrat. Et donc, à travers ce framework dit d'entreprise, on apportait vraiment un cadre avec une urbanisation. Alors là, on avait les 3 couches, présentation, métier données, avec aussi tout un ensemble d'accès techniques aux bases de données, à des web services, à des outils BPM comme TIBCO. Voilà, donc on a fourni ce framework-là et les développeurs ont pu rapidement monter en compétences. Alors, voilà, sur ce type de projet où il faut pas forcément trop réfléchir et produire et reproduire des écrans, reproduire des règles de gestion, c'est vraiment adapté, hein. Les développeurs vont pouvoir, ils sont vraiment dirigés, ils ont des stéréotypes sur les types de composants, la gestion entre les couches, elle est déjà faite. Enfin voilà, ils ont presque qu'à se préoccuper du fonctionnel. Et puis on apportait aussi des fonctionnalités. Donc on avait une gestion de transactions quand il y avait plusieurs web services à appeler, une base de données. Voilà, donc tout ce qui est atomique, on le gérait nous dans le framework et les développeurs n'avaient pas à s'en soucier. C'est pour moi ça aussi un des avantages principaux d'un framework, hein, c'est vraiment de déléguer la technique au framework et se concentrer sur le fonctionnel. On avait aussi une gestion de contexte qui nous permettait en fait de partager de la data, des infos entre des applications, parce qu'il y avait énormément de débranchements entre applis. Et donc pour éviter des problèmes d'adhérence, de protocole, ou voilà, on passait par une base de données intermédiaire. On a fait aussi on a traité les problématiques de métrologie et supervision par de la programmation orientée aspect, qui du coup se pluguait entre nos différentes couches. On avait du mapping aussi entre les couches, donc on était allé loin et peut-être un peu trop loin, puisqu'on avait, en fait, les couches étaient indépendantes complètement, c'est-à-dire que les entités ou les objets métiers de chaque couche ne se connaissaient pas entre guillemets, c'est-à-dire que si la couche A appelle la couche B, la couche A avait ses propres objets, la couche B avait ses propres objets, et il n'y avait pas les objets de la couche B dans la couche A. Et on avait implémenté un mapping voilà, qui retrouvait les champs et qui était en mesure. Voilà, ce qui fait qu'on pouvait vraiment avoir des équipes qui développent chacune de leur côté, et après un fichier de mapping pour faire la jointure, on va dire. Mais bon, c'est vrai que après, il y a eu un peu des soucis de performance qu'on a pu optimiser, mais voilà, on a senti que c'était peut-être un peu trop loin. Mais derrière tout ça, il y avait cette approche MDA, donc orientée modèle driven, je sais même plus, architecture, oui. Model driven architecture. Merci. Et derrière, en fait, ça a débouché sur un projet de recherche et avec l'ambition d'arriver à tout modéliser, en fait, complètement une application. Donc, on avait fait un POC sur le modèle MVC. Et donc, on avait défini là aussi des stéréotypes. On choisissait le pattern, le design pattern qu'on voulait, l'implémentation, et puis derrière, on arrivait à générer les composants et le code après à l'intérieur. Ensuite, Spring, bon, désolé encore une fois pour les développeurs Microsoft et autres,
Mais c'est vrai que c'est vraiment un bon exemple sur la partie IOC, donc tout ce qui est injection de composants de bin, l'indépendance sur les frameworks, puisque Spring se base sur beaucoup de frameworks open source, mais il le fait assez intelligemment. Il favorise aussi tout ce qui est partie test. Voilà, et puis tout au long de ces années, puisque je crois que ça fait plus de 20 ans maintenant que Spring existe, il y a eu de nombreuses extensions qui répondent aujourd'hui à des problématiques vraiment plus haut niveau, donc vraiment au niveau entreprise. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent chez les développeurs sur la plateforme Java. Et puis, ben, je termine sur la partie gestion de projet, où là, j'ai tenté de transposer en fait les principes solides sur la gestion de projet pour voir ce que ça pourrait donner. Et donc, le premier principe de responsabilité, ben, ça pourrait, enfin, je pense que c'est déjà bien le cas, c'est par exemple d'attribuer la planification uniquement au chef de projet, de donner, on va dire, des responsabilités fonctionnelles, ou même sur des domaines réduits à des responsables produits, et aussi peut-être d'avoir un responsable de la documentation. Tout ça, ça permettrait voilà, de découper les tâches, de les allouer plus facilement et voir après de composer. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. S'il n'y a pas de remarques, je continue. Le Open Close Principle, ça serait en fait de voilà, disposer d'un outil et des processus et qui ne, comment dire, qui soit évolutif. Alors c'est vrai qu'en tête là j'ai Jira qui propose en fait plusieurs outils pour piloter. C'est vrai que le cœur de Jira, c'est une gestion de tickets. Mais après, on a la partie agile avec des sprints, on a des Kanban, enfin voilà, ça s'adapte au style, au style voulu. Et puis, il y aurait aussi enfin, voilà, l'abstraction à l'outil lui-même, se poser la question de pouvoir facilement passer d'un outil à un autre. Voilà. Sur la partie Least Scope Substitution Principle, c'est d'avoir une équipe qui soit polyvalente. Alors c'est vrai que le mot substitution, il est peut-être pas très classe, mais voilà, c'est d'avoir des personnes compétentes et qui puissent intervenir sur les différentes parties de l'application. Sur le interface segregation, ça rejoint un peu le single responsibility, c'est d'arriver à décomposer les grandes tâches, d'avoir de les affecter voilà, à des membres de l'équipe qui sont compétents. Et puis, comme on l'a évoqué, privilégier la simplicité et la communication. Et le suivi de projet devrait s'en trouver plus simple aussi. Et puis l'inversion de dépendance, c'est peut-être aussi c'est encourager la collaboration, l'autonomie et essayer d'avoir des décisions qui soient communes. Et voilà, c'est vrai qu'au final, ce serait bien qu'on puisse tous travailler ensemble de manière plus harmonieuse, que chacun ait une vision de l'architecture et des responsabilités de chacun. Alors c'est vrai que on va dire au niveau de développement, architecte, c'est connu. Après, chef de projet ou PO, ils ont peut-être moins l'occasion de le voir, mais c'est peut-être aussi à nous voilà, d'améliorer la documentation pour que tout soit compris par les différentes strates de la gestion de projet. Et puis, avec tout ça, on devrait aussi gagner en flexibilité sur la gestion des évolutions. Juste une question, Julien, si tu reviens vers le slide, s'il te plaît. Là, dans ce slide, en fait, tu voulais faire un rapprochement entre les pratiques de développement, enfin, les pratiques solides
du développement avec la gestion de projet, c'est ça? J'ai tenté une transposition du Une modèle transposition. de développement au modèle de gestion de projet, mais voilà, c'est une tentative, vous me direz si... Sur certains, je trouve qu'il y avait du sens, sur d'autres, c'est plus difficile, mais... Ouais. Ok. Je ne sais pas si ça a parlé à beaucoup d'entre vous, tout ça. Est-ce que certains avaient peut-être déjà bien conscience de tout ça, de par leur parcours et les frameworks que vous avez utilisés ou les technos que vous avez utilisés? Ça m'a beaucoup fait penser à l'architecture hexagonale, la partie séparation entre les entités et la partie... Enfin, séparation de la partie business à la partie technique. Ouais, Ouais. c'est Je vraiment... crois que, alors, anciennement, ça s'appelait architecture hexagonale, mais anciennement, il me semble que ça s'appelait architecture port adapteur. Il me semble que c'est un truc comme ça en anglais. Ceux qui veulent trop chercher. Il y a Thierry qui voulait parler. Oui, pour répondre, moi, c'est des choses qui me parlent bien, ce que tu as exposé. C'était intéressant aussi c'est bien de remettre un peu les nez dedans, parce que quand on est dev et qu'on code tout le temps, on a tendance à oublier un petit peu les concepts et les choses comme ça. Mais je voulais rajouter deux petites choses sur les slides que tu avais dit, que tu as un peu évoqué. C'est ce que tu dis à propos des design patterns. Je pense qu'il y a un autre truc dans les bonnes pratiques auxquelles on ne pense pas forcément. C'est si jamais tu mets en place certains design patterns, il faut que ce soit cohérent et que ce soit utilisé, on va dire, sur des fonctionnalités qui soient un peu identiques, qu'il n'y ait pas de design pattern pour faire les mêmes choses et du coup d'avoir une cohérence sur toute l'application. C'est évident, mais en fait, Mhm. parfois, tu as cette tendance parce que tu as un nouveau développeur qui arrive, qui a par son expérience découvert un design pattern qui est adapté à l'application, mais il faut toujours se poser la question sur l'existant. Alors après, si c'est from scratch, c'est pas pareil, mais de se dire est-ce que c'est cohérent avec le reste ou est-ce que une personne qui va va se dire mais pourquoi c'est écrit comme ça là et pourquoi c'est écrit complètement différemment et ça fait la même chose. Ou même, après, tu parlais aussi des dépendances. Il y a aussi cette question que souvent, ça m'interpelle parce que moi, ça fait un certain nombre d'années que j'ai vu des environnements différents, des entreprises différentes. Les gens ne se posent pas souvent la question de se dire, parfois, tu as des librairies, même souvent, qui font la même chose et qui sont importées dans une application et il faut arriver à se dire, bah, OK les gars, pourquoi on a pris celle-là? Pourquoi on prend aussi celle-là? Parce qu'il y a quelques fonctionnalités qui nous intéressent, mais les 2 se recoupent. Donc il faut se poser la question à ce moment-là, vers laquelle on tend. Est-ce qu'on supprime tout le code qui dépend de ça? Et enfin, c'est surtout ça les choses. Et évidemment, c'est facile à dire, mais quand tu as de l'existant, il faut arriver à se dire, bon ben voilà, pour faire un état des lieux, évaluer la dette technique que l'on a et se dire vers quoi on tend et comment on supprime l'existant pour l'utiliser. Pas plusieurs dépendances qui font la même chose, qui alourdissent le code, alourdissent l'application en prod, etc. C'est des choses qui, bon, moi ça me parle, mais parfois, les gens ne se rendent pas compte de ça. Il y avait un dernier point, mais je l'ai oublié. Peut-être pour rebondir par rapport à ce qu'il y a dans le chat, je ne sais pas si c'est en lien, mais alors peut-être pas sur la conversion d'application entière vers de l'architecture Lyon. Alors Saga Pattern, moi, ça ne me parlait pas. Mais moi, je sais que bon, j'ai beaucoup utilisé Maven et un peu Gradle. Et je sais qu'en Maven, on peut créer les archétypes. Je ne sais pas si ça vous parle. Et en fait, quand on a une application, c'est assez souple. Il y a des archétypes de base quand on va créer une application Spring ou je sais pas quoi, mais on peut créer son propre archétype. C'est-à-dire que si on sait qu'on a une application qui va avoir une telle ou telle structure, on peut générer son propre archétype de squelette applicatif. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et après, c'est long et laborieux hein, parce qu'il faut tout écrire à la main. Maven, je sais que bon, quand j'avais eu à faire ça, sur des POC, c'est très intéressant, mais du coup, faut mettre le nez dedans. Peut-être que Gradle peut faire l'équivalent et peut-être plus récent. Si vous avez d'autres exemples qui font ce genre de choses pour déployer un squelette, une structure à définir rapidement, c'est génial ces outils-là, moi je trouve. Mais il y en a peut-être d'autres. Voilà, je libère la main. Merci Thierry. Juste rebondir dessus. Sur le premier point,
Si on a de la doc, normalement, le nouveau développeur lit la doc, il voit que le pattern c'est celui-là et il le reproduit. Mais c'est vrai qu'il faut avoir pris le temps de ça. Sur la gestion des dépendances, ce qu'on avait fait, nous, c'est que on avait appliqué le principe de séparation des responsabilités et donc il y avait une personne qui gérait les dépendances au framework technique. Et voire même, on avait, là aussi, on était allé un peu trop loin. On avait en fait avec Maven, donc on peut faire de l'héritage entre les pommes, et on avait créé en fait deux branches, une pour les développeurs et une pour les architectes. Et donc ce sont les architectes qui setaient les versions des librairies, et par héritage, ça arrivait dans les pommes. Mais bon, il y avait des problématiques de boucles après qui pouvaient apparaître, mais c'est vrai que d'enlever cette responsabilité-là aux développeurs et de la donner à une personne en particulier, ben voilà, ça peut résoudre, ça peut traiter ce problème-là. Après, ouais, ça dépend comme tu dis, ça dépend des fonctionnements, parce qu'après, ça peut être aussi à chaque développeur d'en avoir conscience pour se dire comme ça, on va tous vers la même direction. Et si jamais une question, que les développeurs se réunissent en se disant, bon, bah, on a telle problématique, comment on la résout? Et je pense que il y a les meilleures démarches parce que tout le monde est concerné. Ouais, ça m'est revenu. Il y a aussi un autre point que j'ai c'était peut-être mis en valeur dans ce que tu as présenté, mais je ne l'ai pas trop vu, c'est comment on se projette sur une application. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans les bonnes pratiques, je dirais, l'évolution qu'on nous a demandé, ça va être ça, ou le truc qu'il faut mettre en place, c'est ça, mais essayer dans la mesure du possible de toujours se projeter sur que l'application va pourvoir, comment elle va se développer, quelles sont les nouvelles évolutions et ce que ça impacte en termes de design pattern, en termes d'architecture, de dépendance. Et c'est aussi ça qu'il faut essayer. C'est pas toujours possible, hein, parce qu'on ne sait pas ce que deviendra l'application demain, mais c'est aussi important dans la structure et dans l'architecture d'avoir conscience de ça. Ouais, c'est vraiment tout le but de ce découpage, c'est de pouvoir être évolutif et de ne pas être coincé si tu as un nouveau découpage. Et puis après, il y a des problématiques qui peuvent être liées à l'infrastructure. Tu dois déployer tel composant ici, tel composant là-bas. Bon, ben, si tes modules ils sont pas bien découpés, si tu as trop de dépendances dans le code, ben, tu vas être obligé de faire un refactoring pour ajouter du web service entre et pouvoir. Donc voilà, donc c'est vrai que tous ces choix-là au début peuvent te sauver la vie quand après, derrière, tu te retrouves à déployer ça dans un cloud ou autre chose. Écoutez, il n'y a pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Je voulais juste ajouter une petite remarque, parce que, en fait, Julien, depuis tout à l'heure, j'ai dit désolé pour les autres développeurs sur d'autres technologies. Si. C'est qu'en fait, je voulais rajouter qu'en fait, que tous ces concepts-là que tu viens de montrer, ils sont existants sur la plupart des technos orientés objets. Pareil sur .NET, parce que moi, je fais du .NET. Pareil sur .NET, il y a les injecteurs dépendance avec lesquels on peut implémenter les aussi, etc. Ça existait depuis des années aussi. Je pense que ça a été presque dans les mêmes années avec Java et Spring, etc. Et les principes, ils sont presque sur toutes les technos qui supportent l'orienté objet, le Python, le PHP, TypeScript aussi. On peut faire de l'injection de dépendance dessus aussi. Donc, voilà. Tout ce que tu as présenté aujourd'hui, il est applicable sur la majorité des technos orientés objets. La totale. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci pour la précision. Et juste, Thierry, Saga Pattern, en fait, je l'ai mentionné parce que tout à l'heure, Julien, dans l'un de ses slides, il a montré qu'il avait fait des frameworks de gestion de transactions, une base de données et plusieurs services. Et pour gérer une transaction commune sur
plusieurs services, mais c'est plutôt dans une architecture microservice. Tu vois. Il y a une grosse problématique de gestion de transactions et c'est là où on applique le pattern Saga pour les autres sous-projets. Je vais aller voir ça du coup quand tu l'avais. J'ai fait mes petites recherches de mon côté pendant que Voilà. ça a l'air d'être pas trop mal décrit là-dessus, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà. Bah, merci en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si Pauline ou Camille voulaient clôturer ou. Oui, bah, je voulais déjà dans un premier temps, Julien, te remercier pour cette animation et la qualité de ta présentation. Remercier aussi les participants qui ont fait vivre ce meet-up et interéchanger sur ces sujets très techniques. Et j'espère qu'effectivement, pour les personnes aguerries dans le développement et les personnes moins aguerries, j'ai vu que dans les participants, on avait aussi des personnes qui n'étaient pas du tout de la technique. Voilà, j'espère qu'en tout cas, certaines connaissances auront pu être aussi également